pendant des vacances en France, on avait trouvé des adventistes avec les gosses, avec les trois gosses, les trois garçons. Et là, c'était la trouvaille de l'année. Et puis Christophe, qui avait 9 ans, il était tout le temps dans cette ambiance de cailloux, de pierres, de bijoux, etc. Moi, j'avais toutes les machines pour tout faire avec les pierres, les scier, les couper, les facetter, les cabochonner, les percer. J'avais tout ça. On en avait besoin. Et pendant les vacances, Christophe il s'est mis un jour avec une facetteuse et un bouquin en néerlandais qu'il a encore. Comment tailler des pierres. Il a suivi pas à pas pendant 10 jours, 15 jours, ce bouquin, et à la fin, il arrivait, au bout de quelques jours, en suivant le mode d'emploi, il arrivait à tailler une première pierre. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a découvert, je crois, au XIXe siècle, qu'il y a un rapport entre la brillance de la pierre et l'indice de réfraction. Et en Europe, je crois que c'est en Europe, oui, qu'on a trouvé l'angle idéal pour chaque pierre pour cette renvoi de la lumière. Le côté magique quand vous trouvez une pierre brute qui n'a aucune forme, où les couleurs sont pâles, et le simple fait de la façonner et avec des meules et des poudres à polir, lui donner une brillance, c'est quelque chose de magique. Le métier de lapidaire, c'est de mettre en valeur toutes ces pierres, aussi bien des pierres précieuses que des pierres fines. C'est un domaine inconnu, carrément inconnu en France. Quand vous voyez comme le Brésil ou même en Asie où la pierre est partout, quoi. Toutes les dames, toutes les personnes portent un bijou en pierre. C'est un monde qui est extrêmement varié, voilà, vu qu'on touche aussi bien la pierre, la recherche, donc l'extraction, donc aussi bien voilà, de la découverte de la pierre, que le matériel pour les transformer d'une pierre brute en pierre taillée. Bonjour. Est-ce que vous avez de la kunzite, s'il vous plaît? De la kunzite, on va vous trouver ça. La Trouvaille, c'est un magasin où on vend tout ce qui a trait à la pierre. Il y a une partie magasin où on vend donc la bijouterie finie. On a une partie magasin où on expose et on vend tout ce qui est la machinerie. Il y a une grande partie qui est faite par vente par correspondance. Et puis l'atelier où Christophe travaille, toutes les pierres taillent sur mesure. Dès le début, dès 80, 81, on a participé à des bourses aux minéraux. Et petit à petit, ça s'est développé. Le côté commercial a pris quand même de plus en plus d'importance. J'ai embauché mon fils Robert, qui s'occupait de l'administration. Et moi, je me suis retiré pour tailler mes pierres. Mon père savait faire des cabochons, des pierres, des formes arrondies. Et c'est Christophe le premier qui a voulu apprendre le facetage. Et donc il est vraiment tombé dans la pierre.
Et je pense que c'est même ça qui lui a donné le goût de la bijouterie, de la joaillerie. Je suis tombé dedans. Souvent, c'est ce que je dis aux gens. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai commencé à traîner dans l'atelier de mon père à l'âge de 10-12 ans. Il m'a donné le goût des pierres. Oui. J'ai fait d'autres choses que lui, quoi, que j'ai complété avec la pierre à facettes, avec des stages. Bon, lui, il le faisait déjà à une petite échelle. On a vraiment tout type de gens qui viennent nous voir et avec chaque fois des questions, voilà, même au bout de 20 ans, qui continuent à nous étonner. Détails de la science qu'ils veulent utiliser pour la pierre, pour déterminer, rechercher. Ou des gens, voilà, justement, qui sont allés au Gardon ramasser des cailloux dans la Durance et qui veulent les transformer. Quand il est arrivé en troisième, il devait choisir, il n'était pas très scolaire, et je crois qu'il y a eu un conseiller pédagogique qui lui a dit qu'il devait faire un genre de métier manuel. Alors, comme moi j'étais lapidaire, je faisais des bijoux, il dit pourquoi pas une école de bijouterie. Et il a été sur dossier, accepté à Valence. Là, il a fait pendant 5 ans cette école de bijouterie. Après, il a eu la chance de partir en République centrafricaine pour être le chef d'un grand atelier de taille de pierre là-bas. Et c'est comme ça qu'il est vraiment rentré dans le métier de la taille de pierre. Chaque pierre a ses caractéristiques propres. Et en fonction de ces caractéristiques, on va la travailler avec différents outils et avec différents angles. Il n'y a que la gémologie qui permet de déterminer la pierre, et en fonction de ça, on va appliquer des calculs assez complexes pour arriver au résultat où la pierre sera la plus brillante possible. Difficile à expliquer à quelqu'un avec des mots simples, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et par exemple, quand je donne mes cours, essayer d'expliquer les choses verbalement, c'est le plus difficile. Qui est assez dure et dont l'indice de réfraction est assez élevé, ce qui va nous permettre d'avoir une brillance extrême. Oui, non, il y a des pierres qui sont impraticables, qu'on ne peut pas tailler, qui sont ce qu'on appelle des pierres qui clivent, ou par exemple une pierre qui résiste pas à l'eau, comme le soufre, on ne peut pas le tailler. Dès qu'on va travailler le soufre, ça se désagrège, on ne peut pas travailler. La pierre. Des pierres qui sont plus faciles que d'autres à tailler. Il y a des pierres comme la tourmaline ou certains cristals de roche qui sont très faciles à tailler, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Pour ma part, une de mes pierres préférées est la tourmaline, justement parce elle est assez facile à tailler. Et on trouve une gamme de couleurs, du blanc au noir, en passant par absolument toutes les couleurs possibles et imaginables. Et là commence la taille proprement dite. Alors la pierre vient là, on va venir tailler ma première facette. On travaille toujours avec de l'eau pour évacuer les déchets et pour refroidir la pierre, pour pas qu'elle chauffe.
Moi, ce que je préfère, c'est le fastage. C'est vraiment quelque chose de passionnant où on peut... Il y a tellement de pierres et tellement de possibilités que c'est infini. Donc, c'est ce moment magique où, quand ta pierre est terminée, là, où tu révèles tes... Au moment où tu décolles, ça reste magique. Troisième, on va faire 8 facettes, qui sont les 8 facettes de base de la taille brillante. Une fois qu'on a posé toutes nos facettes, on va venir juste refaire tout cela au polissage. Et une fois que c'est terminé, on obtiendra ce résultat. Là, toutes les facettes ont été posées et polies. La seule chose qui reste à faire, c'est la décoller. Simple comme une taille brillante, comme celle-là par exemple, où il y a juste 57 facettes. C'est une des tailles de base du facettage. Après, on peut avoir des choses un peu plus complexes, voilà, comme celle-là. Taille portugaise, 164 facettes. Il faut une petite journée pour la faire. Et après, on a des choses plus modernes, comme voilà, comme ça, où on suit les contours du brut, on s'adapte en fonction de la pierre. Et également, voilà, des choses un peu plus rares comme tourmaline bleue, très difficile à trouver. Donc, par exemple, voilà. Toutes ces pierres-là ont été ramassées pièce par pièce et je sais exactement d'où elles proviennent. Alors, ce que j'aime en fait, c'est voilà, je sais d'où il provient, je l'ai étudié et après, en quelques heures de travail, on arrive au résultat final. Ça fait une bonne quinzaine d'années que j'organise des stages. Alors, ça a commencé à l'époque avec mon père qui donnait les cours et moi j'ai suivi et après j'ai commencé à en donner. Mais dès le début j'ai participé à ça. Ouais. Au rouge. Alors celui-là, là, vous le... Oh, les objectifs restent assez basiques. En général, c'est des amateurs qui viennent et c'est pour leur montrer le b.a.-ba de la taille des pierres. J'ai jamais prétendu leur apprendre le métier de lapidaire en 4 jours. C'est vraiment pour apprendre les bases, les premiers gestes et pour voir quand ils ont une machine chez eux à la maison, après se débrouiller. Après, il faut pratiquer. Avec des cotes définies. Et c'est à la fin qu'il doit avoir les cotes définies. Et comme on en enlève toujours un petit peu, il faut garder un peu de marge pour arriver à... Voilà. Hop. Donnez un tout petit coup sur le cul. Il vous reste juste une arête là qu'on n'aura pas de mal à supprimer. Je pense que c'est important de garder des petits groupes de participants. Nous, le maximum qu'on a, c'est 3 personnes. Parce qu'après, ça devient trop compliqué de donner une attention très appuyée, très proche des gens. Donc on le fait en tout petit comité. Voilà. Le but du jeu, c'est de m'affiner un peu la pointe pour que la goutte elle parte comme ça. Attention, c'est pas juste m'arrondir le nez. Hein. Quand vous allez le retravailler là. Partie du centre. Voilà. Hein, il faut vraiment partir d'ici pour amener la pointe. Voilà. Alors vous le travaillez et comme ça
Ouais, Et c'est en même important temps, qu'il y ait des comme lapidaires ça. en France, bon, que ce soit professionnel ou amateur, peu m'importe, mais je veux que le savoir-faire continue. Hein. Il y en a qui n'aiment pas trop, mais vous savez, les secrets d'atelier, ce genre de Jamais, choses, ils finalement, ne tu veulent pas finis qu'on par divulgue, passer à mais moi je travers. suis contre. Et tout ce que je sais, je leur montre, sans le moindre problème. C'est sympa, c'est facile à travailler, c'est pas cher, ça a tous les avantages. Alors tu choisis bien sûr. Donc quand on transforme un caillou, il y a une beauté qui était dedans, qui était cachée. Et ça, c'est qu'à la lumière que cette beauté se révèle. C'est un émerveillement.